On a donc la grande chance de recevoir Monsieur Brigaud. Monsieur Brigaud qui est géologue, qui est professeur à l'Université de Paris-Saclay et qui est membre de l'Institut universitaire de France. Et en fait, ses travaux font référence dans tout un tas de domaines, dont la géothermie. Et donc, c'est la raison pour laquelle je lui ai proposé et il a accepté de venir nous faire cette présentation. Et on est très, très heureux de le recevoir. Je vais tout simplement laisser la parole à Monsieur Brigaud, que je vous demande d'applaudir. Merci. Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci à l'association Louvre Science pour l'invitation. Merci à Monsieur Facon. Non, vous avez vraiment une chouette programmation et merci en tout cas de permettre à des scientifiques de venir parler de science à tout le monde. Nous, c'est vraiment très important pour nous et moi j'y suis très attaché, qui est vraiment une discussion entre tout le monde. Et bon, c'est pas toujours facile d'avoir des scientifiques en face de soi. Moi, j'aurais bien voulu en avoir quand j'étais à l'école, mais on n'avait pas forcément cette chance-là. En tout cas, moi, je vais vous parler de géologie ce soir, parce que je suis géologue, et plus particulièrement de géothermie, parce que mes activités de science, en fait, m'amènent à travailler sur des roches où il peut y avoir de l'eau, et cette eau peut être chaude. Donc, j'ai développé cette thématique dans mes travaux de recherche. Donc, en géologie, il y a pas mal de sous-disciplines, on va dire. Il y a par exemple la paléontologie, la volcanologie. Donc, vous allez avoir un volcanologue de renom le 18 juin. Donc, moi, je suis sédimentologue, donc l'étude des sédiments. Donc, j'ai deux cailloux qui proviennent de la région parisienne, exactement de la commune de Bobigny, donc au nord de Paris, et elles ont été prélevées à 1720 mètres et 1725 mètres de profondeur. Donc ça, c'est les roches vraiment qui viennent de la profondeur sous cette commune. Et voilà, c'est le genre de roche que j'étudie. Je pense que je peux vous la faire passer. Alors j'avais juste une expérience. Je ne sais pas si tout le monde va voir, mais là, je mets de l'eau dedans pour voir justement si elle peut en emmagasiner dessus. Alors j'ai mis dessus. Donc je sais pas, voilà. Genre, en tout cas ceux qui sont devant, voilà. Je vais. Donc ça c'est la première. Et il y en a une deuxième là qui est à quelques mètres, au-dessus. Et celle-ci, alors là, voilà, vous voyez là, ça a déjà bien absorbé, tout à fait, pratiquement comme une éponge. D'ici quelques secondes, là sur la surface, j'aurais plus du tout d'eau sur cette roche. Voilà, c'est donc deux roches qui sont calcaires. Hein, je vous parle un peu peut-être chinois, mais c'est un type de roche sédimentaire où dedans c'est du carbonate de calcium et qui vont avoir des propriétés complètement différentes. Donc en gros là, donc ça, là, il y a une forme de demi-rond parce qu'il y a un carottier qui a été mis, qui est passé et qui a permis en fait de faire un cercle, un trou comme ça. Après on coupe le bout et on peut récupérer et remonter de 1700 mètres ce bout d'échantillon. Donc là à Bobigny actuellement, il y a un trou. Il y a un trou de ce diamètre là. Et dans ce trou, sur cette roche-là, en fait, il y a de l'eau. Et cette eau, elle arrive dans le puits. Et alors, elle remonte pas quand même toute seule, tout à fait jusqu'à la surface. Elle arrive à environ 200 mètres sous la surface de Bobigny. Et il faut une pompe, en fait, pour la pomper. Et cette eau, elle est à 70 degrés. Donc, on peut en faire quelque chose qui est bien. Alors, tout l'enjeu, c'est que ce calcaire-là, qui est juste à côté, lui, vous voyez bien que là, l'eau, elle est toujours là. Donc ça va pas être bon. Donc ça, c'est un peu, ça fait qu'il y a un petit risque géologique
que tout simplement sur un même type de roche, donc on est sur un calcaire, bah, elle peut avoir une propriété vraiment très différente. Donc là, tout l'enjeu des travaux de recherche sur la géothermie, bah, c'est d'essayer d'être le plus prédictif possible. Alors, est-ce qu'il y a un potentiel à Louvcienne? Enfin voilà, c'est peut-être des questions. Alors j'avais mis un plan parce que c'est des diapositives, c'est quasiment un cours que je fais pour mes étudiants de licence ou de master à l'université Paris-Saclay. Donc j'ai l'habitude de faire le plan. Donc on verra la géothermie, qu'est-ce que c'est, comment on mobilise cette chaleur, même si là je vous ai déjà expliqué comment on pouvait faire. Quelques chiffres clés, les différents types de géothermie, les défis que l'on a pour plus développer cette source d'énergie, et puis quelques exemples de recherche et de développement que l'on fait nous à l'université. Donc la géothermie, c'est quoi? Ben, ça va être en fait la mobilisation de chaleur dans le sous-sol, qui peuvent être à des températures différentes. Là, je vous ai cité des températures à 70 degrés. Après, on peut aller essayer de capter tout simplement de la chaleur ou la température qui a quelques mètres de profondeur. Par exemple, je ne sais pas si certaines ont des caves chez eux. Dans une cave, la température, elle est annuellement environ 11-12 degrés toute l'année. Et ça peut être une source aussi d'énergie. Enfin, j'y reviendrai plus tard. Donc, alors, comment ça marche? Là, j'ai mis pour schématiser, oui. Alors, ça va être de la basse température. Ouais. De la basse température. Alors, pourquoi? Parce que en fait, au centre de la Terre, donc on a le noyau. Il y a un noyau interne qui est solide et un noyau externe qui est liquide. Il fait 6000 degrés. Donc c'est énorme. Ensuite, vous passez les deux couches là qui sont schématisées, là, celle-ci plus la orange, c'est ce que l'on appelle le manteau. Et ce manteau, il est découpé en un inférieur et puis un supérieur. Le manteau, il est solide, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la solidité complète de ce manteau, mais je vais pas revenir là sur ces débats-là. Le sommet du manteau, par contre, il peut avoir une propriété qui fait qu'il va se déformer assez lentement. Il est solide, mais il se déforme comme un carambar, si vous voulez, comme du silicone. Donc la partie pelliculaire qui à laquelle on peut avoir accès, nous, c'est la croûte. Et la croûte, c'est 30 km. Donc là, j'ai pas parlé de distance, mais le centre de la Terre, c'est 6370 km. Et la croûte, c'est les 30 km les plus superficiels. Donc c'est vraiment très peu épais. Donc la chaleur, en fait, elle va être héritée. Il y a 4,5 milliards d'années, lors de la création de la Terre, en fait, il y a eu des collisions entre différents, ce qu'on a des astéroïdes, des grosses masses qui sont rentrées en collision, et puis ça a grossi, donc ça en attirait de plus en plus jusqu'à former le volume en fait de la Terre. Et cette phase d'accrétion, elle a vraiment emmagasiné beaucoup d'énergie. C'était une boule de feu, en gros. On a encore de la chaleur qui est héritée de cette phase-là. En gros, ça se refroidit en fait. C'est un peu cet effet-là, c'est ce qu'on appelle le refroidissement séculaire. Si vous voulez, c'est le fer à repasser. Quand vous le branchez il fait, je sais pas, 1000 watts. Vous faites l'énergie, il chauffe à, je sais pas, 180, 200 degrés. Vous coupez l'électricité, il n'y a plus rien qui arrive en termes de puissance, il n'y a plus 1000 watts, il y a zéro. Mais pourtant, vous brûlez encore, quoi, et ça reste chaud. Donc ça, on est sur ces échelles-là. Donc c'est pour ça que actuellement, on estime que le noyau c'est 6000 degrés. On estime que la base de la croûte terrestre est à environ 1000 degrés. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que, alors on aime bien en géothermie parler du gradient géothermique.
Donc le gradient géothermique, ça va être la variation de température en fonction de la variation de profondeur. Donc en général, elle est exprimée en degrés par kilomètre ou degrés par 100 mètres. Ce gradient, il va être plutôt très faible dans le noyau et dans le manteau, inférieur à 1 degré par kilomètre. Par contre, il va être beaucoup plus important dans la croûte continentale, donc dans la partie superficielle, où là, ça va être de l'ordre du degré, mais par 100 mètres. Donc c'est plutôt du 30, 40, 50 degrés par kilomètre ou 3 degrés par 100 mètres. Alors aussi, en termes de paramètres physiques, on peut s'intéresser aussi au flux de chaleur par conduction. Donc il y a l'énergie, enfin la chaleur, elle va être conduite dans les matériaux. Et ça, ce flux de chaleur, on peut le mesurer à la surface de la Terre. Donc c'est tout simplement en l'énergie qui sort du sol. Et ça, en moyenne sur la Terre, c'est 60 milliwatts par mètre carré. Donc, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, le Soleil, c'est environ 300. Alors, comme il fait nuit, voilà, on divise par 2, mais c'est 168 watts par mètre carré. Donc là, on est sur du milli, donc c'est 1000 fois moins. Ce flux, il va varier en fonction de l'épaisseur de la croûte continentale. Donc, plus la croûte continentale est mince, donc ça, c'est les croûtes, par exemple, océaniques, plus ce flux de chaleur, il est important. Donc ça, c'est un planisphère. Je sais pas si vous voyez bien l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, et puis les océans. Et vous voyez, les dorsales océaniques sont des flux qui vont être importants. Tout à fait. Ça suit ces plaques tectoniques et sur les limites en fait de plaques tectoniques, on a des anomalies. Alors ça, comme c'est au fond de la mer, c'est pas utilisé en général. Mais après, vous voyez, vous avez une anomalie parce que cette dorsale, elle remonte au niveau. Il y a un point chaud aussi, ça remonte au niveau de l'Islande. Donc l'Islande est un pays connu pour utiliser la géothermie parce qu'ils ont des températures très chaudes à quelques centaines de mètres. Donc ça, c'est la même carte, mais un peu dessinée pour les différents types de géothermie qu'on pourrait développer. Donc le cas connu de l'Islande, donc on est sur la dorsale, là, c'est ce qui est en rouge. Après, il y a d'autres types de géothermie, donc elles sont, c'est les zones qui vont être en zone magmatique, où il y a du magmatisme et du volcanisme. Donc vous avez l'Islande, mais vous avez aussi Hawaï sur la partie États-Unis. Vous avez en Indonésie aussi. Donc l'Indonésie, c'est la ceinture, ce qu'on appelle la ceinture de feu. Donc peut-être que mon collègue Jacques-Marie vous parlera de cette ceinture de feu, mais bien sûr vers les volcans, on peut utiliser la géothermie en fait partout, pas que en Islande. Vous avez d'autres systèmes qu'on appelle magmatiques, mais plutoniques. Donc, c'est-à-dire, il y a un magma qui est remonté proche de la croûte, mais qui est pas où la lave n'est pas sortie. Elle s'est cristallisée en profondeur. Donc ça, il y a un exemple qui est très connu pour nous géologues. C'est un exemple en Italie, qui est ici d'ailleurs sur la carte, je pense là, du flux de chaleur. Si je pointe bien, là, il y a une petite anomalie rouge là. C'est celle-ci, en fait. Il y a du magma qui a remonté il y a pas très longtemps et qui cristallise à 1 km, 2 km de profondeur. Alors, il faut que je vous dise le nom, c'est l'Ardarello, voilà. Et ça a été le premier site qui a exploité la géothermie pour faire de l'électricité. Parce que c'est tellement chaud que c'est environ 180-200 degrés que quand ça arrive à la surface, avec la décompression, ça fait de la vapeur d'eau. Et dès le début du XXe siècle, les Italiens ont fait de l'électricité sur ce site géothermique. Alors oui, il peut y avoir pas mal de soufre. Alors pas en Italie, mais pas dans le site en Italie, mais oui, ça peut. Ouais, il faut gérer cette partie de soufre
d'H2S aussi. Alors en Allemagne, par exemple, c'est des petits points verts là. C'est un peu ça une carte qui pour les étudiants, pour les géologues, pour les géophysiciens, voilà, explique les différents contextes où on peut faire de la géothermie. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle les bassins en français d'avant-pays. Donc à l'avant des grandes chaînes de montagnes, on va dire la compression fait que juste à l'avant, il y a des zones en dépression et il y a des bassins sédimentaires qui se forment. C'est ces bassins d'avant-pays. Donc on peut avoir une accumulation de sédiments assez épaisse. Et ça, c'est une source qui peut être enfin, c'est la source qui est utilisée par exemple en Allemagne sur Munich. En fait, Munich est sur un bassin d'avant-pays. Genève aussi est sur un bassin d'avant-pays entre les Alpes et le Jura. En fait, il y a un grand bassin d'avant-pays avec beaucoup d'accumulation de sédiments. Et les Suisses sont en train d'étudier autour de Genève le développement de la géothermie profonde. Donc ça, c'est un grand type on va dire, de contexte géologique qui va être intéressant. Alors après aussi, il y a en Australie, eux, ils ont plutôt des roches plutoniques, donc c'est-à-dire des roches très anciennes, métamorphiques, et ils vont utiliser la géothermie qu'il y a dans ces roches-là, notamment parce que dedans, alors je l'ai pas dit là juste avant, mais j'aurais dû le dire parce que là, mon message n'était pas forcément très complet. Ce qui va produire la chaleur, en fait, dans la croûte terrestre, surtout. Donc, le gradient de 3 degrés tous les 100 mètres si on creuse, c'est surtout du fait que l'on a des minéraux qui contiennent des éléments radioactifs, uranium, du thorium et du potassium. Et c'est ça qui fait, en fait, la plus grande part du flux géothermique qu'on a en surface. Donc c'est pas les 6000 degrés du noyau, c'est vraiment c'est à 80%. Bon, je crois que j'avais noté pour vous donner les bons chiffres. C'est les 3/4, c'est 75% du flux en fait de chaleur qu'on observe à la surface. Hein, c'est dû à ces éléments, aux minéraux qui contiennent. Alors c'est pas beaucoup, mais par exemple les granites. Voilà, les granites, il y a des minéraux où dedans il y a de l'uranium, du thorium, et alors c'est en partie par million. Hein, c'est vraiment très faible, mais ça suffit à cette désintégration produit de la chaleur. Et c'est 25% ce refroidissement séculaire ou la chaleur qui est héritée de la phase d'accrétion. Et le dernier contexte que je voulais vous parler, que je développerai plus, parce que c'est le contexte où on a récupéré les roches là, c'est le petit point bleu. Donc c'est ce que l'on appelle nous les bassins intracratoniques. Donc c'est des bassins sédimentaires qui ont accumulé des épaisseurs assez importantes de sédiments, mais sur une croûte terrestre. Alors là, on va sur l'exemple emblématique qui est un champ volcanique magmatique. C'est l'exemple du Krafla. Donc c'est dans la partie nord de l'Islande, et vous avez le volcan là qui est sur un peu la partie gauche. L'usine ici qui récupère là via les tuyaux en fait directement la vapeur qui a dans le volcan, enfin juste au-dessus de la chambre magmatique. Et là, ils font de l'électricité. Alors un autre exemple, c'est que je voulais vous présenter parce que c'est un exemple français. C'est la centrale géothermique de Bouillante en Guadeloupe qui fonctionne depuis 1986. Donc actuellement il y a 11 mégawatts d'installer, et ça fournit 10% de l'électricité de l'île. Donc comment ça marche? En gros, ils font un puits jusqu'à 1 kilomètre de profondeur, et il y a une roche magmatique qui est fracturée, et en fait et cette zone elle est très très chaude parce que à 1000 mètres de profondeur c'est 250 degrés.
Donc c'est beaucoup plus que les 70 hein, que j'ai évoqués à 1500 mètres de profondeur. Donc là, ce qui fait que quand on remonte, on a de la vapeur et avec la vapeur, on fait tourner une turbine qui produit de l'électricité. Donc ça, c'est ce que l'on peut appeler la géothermie électrogène. La question, en fait, c'était alors surtout pour la France. En gros, on consomme beaucoup d'énergie pour chauffer les bâtiments. C'est environ 45% de l'énergie qu'on consomme, c'est pour la chaleur. Et parmi la chaleur qu'on va faire, la question c'était quelle est la proportion qui provient de la géothermie. Voilà. Et il y avait plusieurs réponses, moins de 1%, 10%, 30%, 50%. Ouais, ça va être moins de 1%. Non, c'est pas beaucoup. Là, c'est un peu des chiffres d'énergie. Là, on est plus vraiment sur la géologie, mais on consomme environ 1500 TWh. Là, c'était pour l'année 2020. Vous voyez, sur la chaleur, c'est 669 TWh hein, sur la. Ouais, alors ça va être du résidentiel, du tertiaire et aussi dans l'industrie agriculture, parce qu'il faut par exemple chauffer des serres. Et puis après, là, c'est le hors chaleur, donc il y a le gros poste qui va être les transports, par exemple. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'essayer de se passer des combustibles fossiles. Donc on a un gros poste de consommation avec les combustibles fossiles dans la fabrication en fait de chaleur. C'était effectivement, ça a été un problème sur les premières exploitations, notamment car l'eau est salée et corrodait en fait l'acier, les tubes d'acier. Mais ça a été réglé en quelques années et ça a été réglé dans les années 80 en fait. Alors après, on peut débattre de pourquoi il n'y a pas plus que 1%. Tout de même, sur cette chaleur, il y a que 20-23% de renouvelables. Dans le renouvelable, il y a le bois, par exemple. Si on prend l'énergie des incinérateurs, peut être considéré comme renouvelable. Il y a en fait presque 80% qui est non renouvelable, donc c'est essentiellement le gaz, un tout petit peu de charbon, c'est le gros poste, le gaz, et il y a un peu de fuel. Parmi les renouvelables, donc là on n'est que dans les 23% de la chaleur qui est produite, la géothermie elle est là. Elle est en deux postes, je vous expliquerai les différences. Là, en géothermie profonde, 2,3 TWh et géothermie de surface, 4,7 TWh. Donc si on fait le chemin un peu en sens inverse, on a 7 kWh et parmi le renouvelable, ça fait que parmi le renouvelable, ça fait que 4%, qui est produite par géothermie pour la chaleur renouvelable, et donc pour le total, ça fait moins de 1% de la chaleur qui est faite, malgré un potentiel qui est important. Donc ça va être un peu tout l'enjeu d'essayer de voir quels sont les freins et de comment on peut mieux la développer. Donc là, parlons un peu des différents types et techniques pour mobiliser la chaleur dans le sous-sol. Il découpe en deux, en géothermie de surface, qui a moins de 200 mètres de profondeur, pour des températures qui sont en général moins de 30 degrés. Une géothermie qui est profonde. Donc ça, surtout, ça s'applique pour la France. Donc je commence par la géothermie la géothermie de surface. Alors, ce qui va être utilisé, en fait, ça va être des puits qu'il faut faire sous les habitations pour récupérer, en fait, les calories qui sont dans le sous-sol. Donc, comme on est à moins de 200 mètres en France, on est à moins de 15 degrés. On est en général entre 12 et 15 degrés. Et les deux grandes techniques, c'est soit de faire un forage qu'on appelle en trou
en circuit ouvert. Donc, c'est-à-dire, on fait un forage là qui est en rouge, on récupère, on remonte l'eau qui est à 12-15 degrés, qui alimente une pompe à chaleur géothermique, et on remet l'eau à la même profondeur après avoir pris les calories, donc elle est environ, elle est réinjectée entre 5-10 degrés, et en général à 50 mètres plus loin. Mais ça, il n'y a pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément de grosses études quand c'est fait. Donc voilà, ça, c'est des questions pour gérer, parce qu'effectivement, ça fait une bulle froide qu'on appelle. Donc on refroidit en fait on refroidit le sous-sol. Alors ça, on peut le savoir si on a une base de données avec des différents puits, et on peut mesurer ce qu'on appelle la hauteur piézométrique. Donc il faut faire des cartes piézométriques avec une altitude et le niveau d'eau dans le puits, et on peut tracer par différence de pression en fait et d'altitude les mouvements potentiels de l'eau. Donc ça peut être connu. Donc notamment l'été, c'est coupé. Donc là, on peut utiliser, ça peut se réchauffer, mais ça ne permet quand même pas autour du puits de réchauffer suffisamment. Bon, après, ce qui peut être fait aussi, c'est inversement, on inverse le système, et l'été, on refroidit. On pompe l'eau froide et on climatise sa maison avec la pompe à chaleur, ou même sans pompe à chaleur. Ça peut être possible. Ce qui s'appelle le rafraîchissement. Alors, c'est un peu moins fort qu'avec une clim pompe à chaleur, mais voilà, ça peut être possible. Et la deuxième possibilité, c'est de faire un circuit fermé. Donc là, on fait un forage, et dedans, on met un tube en PVC, et dans ce tube en PVC, en fait, il y a un circuit d'eau, il y a un fluide qui est glycolé parce qu'il va être froid, et qui circule en boucle comme ça. Donc il va prendre les calories du sous-sol là, à 11 degrés, et puis et en remontant, voilà, il ramène les calories à la surface à la pompe à chaleur. La pompe à chaleur les prend. Donc le fluide il descend en température, et le fluide cale au porteur et redescend et va se réchauffer comme ça. Donc voilà un peu les deux grandes techniques. Après, ce qui est utilisé, c'est surtout les pompes à chaleur. Donc c'est ce système-là c'est ce que vous avez dans le frigo. Donc moi, ce que je dis aux étudiants pour comprendre, c'est la pompe à vélo classique. Vous mettez votre doigt au bout et vous pompez, ça va vous brûler, quoi. Donc c'est vraiment le même principe, c'est que vous compressez un fluide, et en compressant ce fluide, il augmente en température. Hein. Donc dans le compresseur, hein, vous avez la partie évaporateur, un fluide qui est évaporé. Vous le compressez, il se réchauffe, et au contact de la canalisation qui va alimenter votre maison en chauffage, il se recondense. Un détendeur pour le remettre à basse pression, parce que là, dans cette partie compresseur, après le compresseur, il est à haute pression. Donc voilà, vous avez le schéma un peu classique de la pompe à chaleur. Alors on parle beaucoup en ce moment d'électrification. Il y a un plan qui a été annoncé fin avril d'électrification. J'ai entendu là tout à l'heure en venant qu'il y avait que Macron allait en reparler, qu'il y avait même une équipe de France de l'électricité qui allait mettre en place. Donc sur le chauffage, ça peut passer par les pompes à chaleur. Maintenant, on fait jamais la différence entre la pompe à chaleur aérothermique, donc qui prend l'air à l'extérieur, et ces systèmes de géothermie. Parce que si vous prenez l'air à l'extérieur, quand vous avez besoin de chauffer, il fait froid dehors. Je pense que je vais rien vous apprendre. Et en fait, la pompe à chaleur qui prend l'air à l'extérieur en dessous de 7 degrés, c'est plus efficace. Autant avoir un radiateur grille-pain à 100 watts
1000 watts, pardon, 2000 watts pour chauffer. Enfin, ça va être le même truc. L'intérêt quand même là de la géothermie, de ces systèmes-là, c'est que vous avez continuellement la température du sous-sol qui est à 12 degrés. Donc même quand il fait moins 5 dehors, vous avez quand même les 12 degrés là. Donc les coefficients de performance vont être de 4 à 5, et beaucoup plus élevés que la pompe à chaleur aérothermique. Après, le frein, clairement, pour répondre un peu à la question peut-être tout à l'heure sur ces systèmes-là, le frein, bah, c'est clairement le prix parce qu'il faut forer. Donc forer, là, il faut sur des sondes, il faut faire environ 200 mètres de forage, et c'est 100 € le mètre. Donc voilà, ça fait tout de suite, on est à 15-20 000 € juste sur le forage. Après, il faut rajouter la pompe à chaleur, donc c'est un coût, mais voilà, c'est l'inconvénient. Donc la géothermie de surface, j'avais l'exemple là qui est parce qu'il avait été mis sur le quartier Pleyel et du village olympique. Donc ils ont un système où ils vont chercher l'eau qui est à 50-70 mètres de profondeur, donc qui est peu profond. C'est l'aquifère qu'on appelle du lutétien, donc c'est les calcaires qui ont permis de construire Notre-Dame par exemple à l'époque. Et qui est l'eau, elle est à 14 degrés. Donc ils font via une centrale géothermique des pompes ils ont des pompes à chaleur et ils alimentent, ils font du chaud et aussi du froid. Donc la géothermie profonde, elle, donc ça va être plus de 200 mètres. Et on va être avec des températures qui vont atteindre 70, 80, jusqu'à 100 degrés. Après, on peut parler de géothermie profonde à haute température pour d'autres systèmes. Donc les forages, les bouts on appelle ça des carottes de calcaire, là, ont été faits dans des puits qui ont cette géométrie. On parle de doublet en fait parce qu'on a deux puits, un où on prend l'eau et un où on réinjecte. On réinjecte parce que sinon, si on fait que de pomper et qu'on réinjecte pas, après il y a plus d'eau, donc il y a plus moyen de récupérer la chaleur. C'est vraiment hyper important de réinjecter. Donc c'est ce qu'on appelle le puits au Dogger. Le Dogger, c'est une période géologique du Jurassique et précisément du Jurassique moyen, donc environ 150, 160, 170 millions d'années. Donc les sédiments qui sont déposés à cette époque, on les appelle les sédiments du Dogger. Donc ceux qui font de la géothermie disent qu'on fait de la géothermie au Dogger quand on va chercher l'eau qui est dans cet étage, on va dire dans ce calcaire qui a cet âge-là. Les forages, ils sont d'abord à la verticale, notamment à la verticale parce qu'on doit mettre une pompe dans le puits à environ 100-150 mètres de profondeur pour pomper l'eau, et à un moment donné à 300-400 mètres de profondeur, il part à 30 degrés. Et sur le même site, on fait un autre forage qui lui va partir dans l'autre en sens opposé, qui fait que on a environ 1 kilomètre entre les deux têtes de puits. Donc dans un, on récupère l'eau et dans l'autre, on la réinjecte. Alors un des défis aussi, c'est de pouvoir être en capacité de réinjecter le même volume d'eau qu'on prélève. Et ça, c'est des obligations. C'est dans la loi, ça c'est vraiment c'est important de faire ça. Sur ces systèmes-là, donc c'est très développé en France et notamment dans la région Île-de-France. Donc vous aviez parlé du Chênay, qui a ce système-là. Donc c'est le concept du doublet géothermique au Dogger. Donc là c'est le système qu'on a plutôt au-dessus. C'est un échangeur thermique. C'est vraiment la même eau qui est l'eau qui est dans cette formation-là. On réinjecte la même dans la formation et elle va pas alimenter votre habitation. Donc c'est un puits de pompage de réinjection. La puissance max délivrée c'est 10 mégawatts. L'eau elle est entre 60-80 degrés. L'énergie géothermale annuelle qui est produite par un doublet au Dogger, c'est typiquement 40 gigawattheures. Il y en a environ une cinquantaine en Île-de-France, et c'est pratiquement les 1,7 TWh par an que je vous ai montré sur la géothermie profonde. Donc on a une grosse capacité. Un réseau de chaleur, il peut qui est alimenté par un doublet géothermique, peut alimenter environ en général 5000 logements.
donc c'est important. Plutôt de l'habitat collectif, même si j'étais à une réunion là sur la géothermie avant-hier, et c'est à Châtenay-Malabry où en fait ils ont le réseau qui passe à côté d'habitations individuelles, et ils peuvent se raccorder en fait au réseau de chaleur. Et au total, ça permet de chauffer environ 7% de la population d'Île-de-France, qui est chauffée par géothermie, par ces systèmes-là. Donc voilà, ça c'est une autre vue du BRGM qui est spécialisé dans les études de développement en fait de ces systèmes-là. Alors un petit peu de géologie, c'est une carte de la France mais géologique. Donc les couleurs en fait c'est les différentes périodes géologiques. Le jaune orange c'est les périodes qu'on appelle du Cénozoïque, donc c'est moins de 60 millions d'années. C'est après l'extinction des dinosaures en gros. Le vert c'est le Crétacé, donc plus de 65 millions d'années jusqu'à 145. Donc là il y avait des dinosaures. Par exemple, et dans la couche verte, assez récemment, il y en a qui ont été trouvés alors de l'autre côté, mais en Charente, des gros dinosaures. Le bleu, c'est le Jurassique, et le violet, c'est le Trias. Et cette succession, en fait, que l'on a de l'est jusqu'à l'ouest. Alors à l'ouest du bassin, on n'a pas le Trias parce que on a la mer au Trias, donc c'était il y a 200 millions d'années, qui vient en gros d'Allemagne et qui va s'arrêter quelque part par là. Donc elle dépose pas de dépôt plus à l'ouest. Et après, vous avez les trois couches du Jurassique, inférieur, moyen, supérieur. Celle qui nous intéresse, c'est le moyen, c'est le Dogger. Et il y a aussi des couches de sable qu'on laissait du sable qui est assez poreux et qui peut être utilisé en région Île-de-France en termes de géothermie. Donc ça, c'est un peu de géologie, de la correspondance entre ce qu'on voit en carte et la conception, nous, du sous-sol que l'on a, les profondeurs. Donc là, vous avez 2 km ici, sur ce trait-là. Donc on est sur un grand bassin sédimentaire qui va pratiquement faire une grande partie de la moitié nord de la France, avec un potentiel, avec différentes nappes d'eau supérieures à 100 degrés, supérieures à 70 degrés, qui sont connues. Alors il y a d'autres bassins sédimentaires avec un fort potentiel. Il y a le fossé rhénan. Alors ça c'est bien le fossé rhénan parce que la croûte continentale est peu épaisse, donc il y a des bonnes températures. Après, il y a d'autres problèmes parce qu'il y a des failles, et ces failles, si on produit dedans, il y a des risques de les activer et de faire des séismes. Ça, c'est un problème qu'ils ont eu à Strasbourg. Donc, pour l'instant, la géothermie est arrêtée sur la région de Strasbourg. C'est pas un risque qu'on a dans le bassin de Paris parce qu'on n'a pas de grandes structures faillées. Après, il y a d'autres bassins. Il y a le bassin du sud-est, sur donc le quart sud-est de la France, qui comprend les Préalpes en fait. Il y a le bassin aquitain, qui est un autre grand bassin sédimentaire. Et puis, il y a aussi le fossé Bressan et un petit peu les Limagnes, vers Clermont-Ferrand. Donc, en gros, voilà, le potentiel géothermique pour la géothermie profonde, que si on va à plus d'1 kilomètre, voilà, un bon potentiel, je dirais, dans les zones où il y a des roches sédimentaires. Là, vous avez une carte pour zoomer un peu sur l'Île-de-France, avec les différentes installations qui étaient valables en 2023. Avec en bleu, c'est celle dans le Jurassique, donc le Dogger, et en vert, c'est la couche du Crétacé. Donc la première opération, c'est Maison de la Radio en 1960. Donc ils ont fait un puits à l'Albien, donc 700 mètres de profondeur, environ une trentaine de degrés. Là, le système, ils l'ont arrêté, ils sont passés sur un autre système, mais c'est alimenté pendant vraiment beaucoup d'années, jusqu'à 2010, donc pendant 50 ans. Et ensuite, il y a les doublets géothermiques, le schéma que je vous ai montré. Donc le premier, 1969, à Melun. Et depuis, il y a eu un boom de la géothermie dans les années fin des années 70-80, donc après le choc pétrolier, avec les problèmes que le monsieur avait évoqués de corrosion des tubes d'acier qui se perçaient, donc après on perdait l'eau, enfin voilà, mais ça a été réglé. Et puis là, depuis depuis les années 2010, il y a eu à nouveau un regain d'intérêt avec d'autres opérations qui ont été faites.
là actuellement, il y avait, enfin, où il y a quelques semaines, donc à Châtenay-Malabry, ils ont fait un doublet au Dogger, et il y a la ville de Versailles aussi qui peut-être voudrait s'équiper. Il y a pas très longtemps, il y a Rueil-Malmaison qui a fait un système dans le coin. Ouais, Saint-Germain-en-Laye, ils sont, je crois, à l'Aldien. Actuellement, à Meudon aussi, il y a à Malakoff, donc ça, il y en a plein historiques. Donc actuellement, là, ils sont en train de forer à Meudon, jusqu'à 1500 mètres de profondeur pour faire un doublet géothermique. Et puis après, il y a vraiment une grosse concentration en Seine-Saint-Denis, et dans le Val-de-Marne. Donc voilà, il y a beaucoup d'installations. Dans les Hauts-de-Seine, un petit peu moins, et il y a un petit peu en Essonne et Seine-et-Marne. Donc voilà, au niveau de la géologie, si on zoome sur la coupe que je vous ai montrée, Paris, Versailles, et puis là, si on va vers l'est, là vers Épernay et Reims, qui passe sur la coupe, mais voilà, si on allait un peu plus à l'est. Voilà la géométrie des différentes couches géologiques. Les échantillons que je vous ai ramenés ici, ils sont situés là exactement, là dans le 70 degrés, donc à 1500 mètres de profondeur. Donc l'eau, elle est à 70 degrés, donc c'est environ 30 degrés le gradient géothermique par kilomètre. On rajoute les 10 ou 12 degrés de la surface, parce qu'on part pas de zéro. Donc voilà, si on va si le plus fort potentiel, les plus fortes températures sont plutôt situées en Seine-et-Marne. Donc ça, c'est une photo de la Carotte. Alors c'est pas la même, mais c'est pratiquement voilà, où il y a l'échelle ici, 5 cm, et on voit les trous. Et en fait, c'est dans ces trous que l'eau est allée là sur cet échantillon-là. Je peux vous le passer si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Il y a plein de petits grains. Ces petits grains, on les voit un petit peu sur la photo là, moi. Et si je zoome avec un microscope photonique qu'on a dans nos laboratoires ou dans les écoles, hein, des fois il y en a dans les collèges, dans les lycées. Voilà ce qu'on peut voir à assez faible grossissement. Alors, on travaille sur une tranche de lame de cette roche qui fait 30 micromètres. Donc ça, c'est un travail vraiment spécialisé pour les fabriquer. On a des techniciens qui nous préparent ces échantillons. Et dans la roche, en fait, on l'imprègne d'une résine bleue. Comme ça, on voit bien la porosité. Donc tout ce qui est en bleu, c'est la porosité. C'est du trou. Donc comme ça, on la voit bien. Et ce qui est pas en bleu, bah, c'est la roche. Là, c'est composé de calcite à 100%, et on voit plein de grains là comme ça, ronds. Touc, touc, touc. En fait, ces grains-là, on les appelle les oolites. C'est des grains, c'est des concrétions carbonatées qui se forment dans des environnements tropicaux. En fait, il y a 150 millions d'années, là, quand le sédiment s'est déposé, on était sous des latitudes tropicales, 30 degrés de latitude nord, une mer peu profonde, cristalline, 30 degrés en température, enfin voilà, un milieu avec des petits îlots émergés, enfin ouais, les palmiers, enfin on aurait pu faire Koh-Lanta quoi sur ces environnements-là. Et après, ce qui se passe, c'est que ce sédiment, en fait, c'est du sable très fin, mais du sable carbonaté, il va s'indurer. Et en fait, c'est ce qu'on a en blanc, c'est ce qu'on appelle des ciments diagénétiques. Et la diagénèse, c'est tout ce qui est processus physico-chimique qui va transformer le sédiment en roche, qui est du coup là, alors si vous grattez un peu, vous allez pouvoir, il y a des petits morceaux qui s'en va, mais c'est vraiment quand même bien induré. Donc c'est ça qu'on étudie au laboratoire, notamment des questions pourquoi il y a une forte diagénèse où tout est cimenté comme l'échantillon. Alors il y a toujours l'eau qui est dessus, elle est vraiment pas partie. Donc ouais, si je le fais partir, bon, qu'elle est vraiment pas, elle a vraiment pas traversé. Là, je peux vous la donner. On voit des grains aussi qui sont un peu plus gros. C'est des concrétions là algaires qu'on appelle des oncolites là sur cet échantillon là. Ça c'est une carte. Alors pour vous repérer, je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a différentes choses. Il y a les couleurs qui sont la température. Donc 60 degrés en gros jusqu'à 80 degrés.
les plus fortes températures sur les systèmes géothermiques, c'est vers Meaux, 80 degrés. Et c'est plus faible vers Paris, Bobigny, là, justement, un petit peu plus faible. C'est plutôt sur 60 degrés. Et vous avez, pour vous repérer, les contours des départements. Donc Paris, là, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, la Seine-et-Marne. Ouais, on peut fournir en fait plus d'habitations en eau chaude. Ça développe plus d'énergie. Ouais. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut aller quand on n'a pas assez. Là, il y a quand même suffisamment pour de potentiel. 60 degrés, ça reste correct, mais par exemple, il faut peut-être faire 2 doublets pour si on veut une installation qui soit un peu plus puissante. Donc ça, je veux passer sur ça. Ouais, le genre de quand on fait un forage, alors, ça peut ressembler à ça. Ça, c'était à Cachan il y a quelques années, donc entre des terrains de foot. Ça, c'est l'installation avec le mât du forage. Et ça, après, c'est la centrale géothermique, par exemple, à la Haie les Roses, et là, c'est Ris-Orangis. Voilà, après, ça laisse un bâtiment à la place de ces installations. Donc, ça fait partie des nuisances quand on fait une installation. Donc là, à Châtenay-Malabry, là, par exemple, ils étaient entre le cimetière et l'autoroute, où ils ont foré il y a pas longtemps. Donc, il y avait pas trop d'enjeux là-dessus. À Meudon, si j'ai compris, il y a une habitation à 50 mètres. Donc, quand vous avez pendant 2 mois une grosse machine de forage qui tourne nuit et jour, bah voilà, il y a une nuisance, mais les habitants l'acceptent parce que au final, c'est quand même assez intéressant d'être chauffé à la géothermie par rapport à du fioul. Ça fait effectivement des installations qui sont imposantes parce que il faut arriver à mettre toutes les tiges du forage, il faut arriver à les mettre pour aller jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Donc il faut les empiler et il faut il y a un peu de travail. Alors quelques défis pour régler les problèmes qui sont rencontrés, les risques associés. Donc ça, c'est la centrale géothermique qui est en Islande. Donc c'est juste à côté de l'aéroport quand on arrive à l'aéroport. À côté, il y a ce qu'on appelle le Blue Lagoon. En général, ceux qui vont en Islande vont faire un tour au Blue Lagoon, qui est tout simplement l'eau qui est rejetée par la centrale géothermique. Elle est à 40 degrés, les bassins sont à 40 degrés, même en plein hiver, quand il fait moins 10, on peut se baigner sans problème dedans. Cette centrale, donc, elle est sur la péninsule de Reykjavik, donc c'est la partie qui est du sud-ouest de l'Islande. Et je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a eu une grosse activité volcanique. Non, il la réinjecte pas. Ouais. Et après, là, cette eau-là, elle est directement distribuée, livrée aux habitants, quoi. Ouais. Et non, elle est pas potable. Enfin, on peut pas la boire. Et donc là, la coulée de lave, il y a Jacques-Marie, il est allé quand il y avait l'activité, donc il pourra peut-être, il vous en parlera. Donc ça a vraiment la lave a coulé carrément sur les infrastructures, sur la route. Ça a coupé. Alors je sais plus si j'avais une photo. Ça a coupé justement les canalisations de cheminement de l'eau géothermale. Hein. La lave est arrivée dessus. Donc, ça c'est un souci. C'est quand même un souci, mais bon, comme vous dites, ils gèrent, quoi, ils reconstruisent. Alors les risques de sismicité induite, ça c'est des risques qu'il peut y avoir. Donc il y a eu cette activité, donc ça c'était en fin 2020. Il y a une entreprise de géothermie qui a essayé de mettre un système géothermique pour alimenter en chaleur une partie de la ville de Strasbourg. Et quand ils ont fait des tests de mise, on va dire, en exploitation de leur site, ça a fait déclencher des séismes. Les habitants se sont réveillés en pleine nuit. Donc, ce qui fait que le préfet a interdit tout projet de géothermie là-bas. Ils ont remis tout à plat.
Et ce qui s'est produit au final, c'est c'est un bassin sédimentaire qui c'est une sorte de rift avorté. Donc la croûte continentale est beaucoup moins épaisse et il y a des grandes failles que l'on appelle des failles normales qui bordent de part et d'autre ce fossé rhénan, côté Vosges et côté Forêt-Noire. Et puis ça remonte aussi plus au nord sur l'Allemagne. Et ce qui est là, le réservoir, alors sur les couches sédimentaires, là, le réservoir, il est plutôt horizontal, ce qu'on appelle stratifié. Là, il est plutôt vertical. Donc, on fait des forages pour aller au plus proche des failles. Et on injecte là, par contre, de l'eau dedans parce qu'en général, il n'y a pas d'eau. Donc, on injecte de l'eau et on la récupère. Donc, on fait comme ça une boucle un peu forcée en apportant de l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis en pression une partie de la faille qui n'était pas connectée avec le puits où il remontait l'eau. Donc, ça a déstabilisé une partie et ça a déclenché, ça a fait une série de séismes ressentis par les habitants. Donc là, ils sont en train de revoir leur méthode pour essayer de bien faire de la géologie. Parce que l'entreprise était allée un peu trop vite en forant et en faisant pas forcément attention à la géométrie de la faille, si elle était connectée, si elle n'était pas connectée, etc. À Grigny, alors il y a donc c'est dans l'Essonne, vers Évry, il y a une expérience récente où ils ont fait un puits, mais il n'y avait pas d'eau. Donc ça, il y a puits sec. Donc c'est un risque. Hein, un autre risque aussi, c'est ce qu'on appelle la percée thermique. Donc on a évoqué ça un tout petit peu tout à l'heure, mais sur les grosses exploitations, il peut se passer que au fur et à mesure qu'on réinjecte l'eau froide, là sur le Dogger, on la réinjecte à 40 degrés l'eau, 30 à 40 degrés. C'est que vous avez une bulle à 30 degrés, 40 degrés qui grossit, et la percée thermique, c'est le fait que l'eau froide arrive dans le puits où on est censé pomper l'eau à 70 degrés et aller à 69, à 68, 67 et elle descend comme ça. Donc là, on perd finalement le potentiel sur lequel on avait misé au début et on perd en efficacité. Donc c'est ce qu'on appelle ce risque de percée thermique où quand ça arrive, en général, c'est pas bon parce que après c'est plus calibré pour la centrale qu'on a et il faut refaire un puits. Donc c'est ce qu'ils ont fait à Alfortville, exactement. Donc il y a un puits, ça c'est les enregistrements. Il avait commencé à être exploité en 1988 ou 89. Alors, au début, voilà, jusqu'aux années 90, pas de problème. L'eau est toujours à 60. Alors, elle était à 75 dans le réservoir, mais la sonde qui mesure la température, elle est en tête de puits, donc ça se refroidit un petit peu quand même quand on la prend à 1500 mètres et quand on l'a vraiment à la surface, à l'entrée de la centrale, elle est un petit peu, ou même à la tête de puits, elle a perdu environ 1,5 degré. Mais relativement stable jusqu'à 2002, puis après 2002, baisse. Là j'avais sur le graphique, là, on avait arrêté à 2017, mais voilà, à 2017, on était à 71 degrés en tête de puits, alors qu'on était à 74 dans les années 90. Donc là, même ces 3 degrés-là, c'est quand même important et ça met en péril un peu l'installation. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de mieux comprendre. Alors sur la cinquantaine d'installations, c'est une installation, enfin c'est un puits sur une installation, une autre où il y avait le puits sec. Ouais. Donc il y a un risque, c'est un peu aléatoire les propriétés du sous-sol et c'est pour ça que nous géologues on est là et on essaye aussi d'emmagasiner de la connaissance pour limiter ce risque géologique. Il faut pas louper notamment le sommet du réservoir parce que il y a un petit peu d'huile, un petit peu de pétrole qui est exploité d'ailleurs en région Île-de-France. Donc il faut pas le louper pour le tuber pour justement pour ne pas récupérer l'eau où il y a un peu d'huile dedans. Et en plus, ce qu'il faut pas louper, c'est les niveaux qui sont les plus poreux là de l'échantillon qui passe. C'est que quelques mètres.
En gros, il y a 5-6 niveaux qui font 2-3 mètres. Donc, alors, sur les 200 mètres du Dogger qui est à 1,5 km, il y a environ, ce qu'il faut pas louper, c'est la vingtaine de mètres de niveaux qui vont être plus poreux, où il y a de l'eau qui peut arriver dedans. Et il faut pas, sur le puits d'injection, faut pas louper non plus ces niveaux-là, parce que sinon, on n'arrive pas à injecter, et ça, c'est un problème aussi. Je dirais que pour la géothermie, ça commence. Jusqu'à maintenant, c'était pas regardé. Ouais, quasi pas regardé. Mais sur l'Île-de-France, il y a beaucoup de lignes sismiques qui avaient été tirées dans les années 60-70. Il y a certaines sismiques anciennes qui sont pas mauvaises au final, parce qu'ils y allaient à l'explosif, a priori. Mais c'était utilisé par l'industrie pétrolière. Donc l'industrie pétrolière, parce qu'il y a plusieurs exploitations qui sont surtout en Seine-et-Marne, mais il y en a un petit peu dans l'Essonne, vers Évry, où il y a un petit peu de pétrole qui est exploité. Donc il y a eu beaucoup de géophysique et de profils sismiques de fait, mais paradoxalement très peu utilisé par la géothermie. Mais il y a 2 ans, donc il y a une grande campagne de géophysique où il y a 300 km de nouvelles lignes qui ont été tirées. Alors je sais pas si elles sont passées dans le coin, mais notamment vers la partie ouest de la région Île-de-France, sur Versailles. Oui, je pense que ça a dû passer pas loin. Ils ont retraité en plus, donc c'est-à-dire qu'ils ont réinterprété des données anciennes qui avaient été tirées dans les années 70-80 pour essayer d'affiner, parce que maintenant les techniques permettent de mieux interpréter aussi les géométries. Et donc ça commence d'être plus fait, d'utiliser la géophysique pour affiner les connaissances, et notamment voir ce qu'il y a au-dessus du Dogger et ce qu'il y a en dessous du Dogger. Parce que le problème, c'est que l'exploitation au Dogger, elle commence à saturer. C'est les permis d'exploitation géothermie, on appelle des gélules. Donc c'est une limite administrative, enfin réglementaire, du sous-sol, qui est fait que dans ces gélules, on n'a pas le droit de faire un autre système qui va la traverser. Et donc là, on est sur les communes Ivry-sur-Seine, Villejuif, Thiais, Orly, Villeneuve-Saint-Georges. Pour placer un nouveau système dans le Dogger, c'est quasi impossible. Donc là, la géophysique est en train d'être réexaminée pour voir si on peut aller en dessous ou au-dessus. C'est le fait d'utiliser des propriétés physiques du sous-sol pour essayer de comprendre comment le sous-sol peut être constitué. Donc le principe, c'est que on envoie une onde dans le sol, et elle va se réfléchir sur des niveaux particuliers, qui peut être par exemple le sommet du réservoir d'eau. Et on va, via des capteurs, des géophones, on appelle ça des géophones, vont en fait entendre ce bruit du sous-sol, et va pouvoir être enregistré. Donc on peut avoir le temps que va mettre une onde à aller dans le sous-sol et à se réfléchir sur un niveau particulier. On appelle un horizon. Voilà. Et donc on peut comme ça reconstituer la géométrie des différentes couches. Et donc là, c'est une étude qui a été financée par l'ADEME et la région Île-de-France, et qui a été pilotée par le BRGM. C'est pas le BRGM qui a tiré les lignes sismiques, je sais plus non, c'est pas CGG, alors si ça vous intéresse, vous tapez sur internet géothermie avec un s.fr, et vous allez ou vous tapez le projet Geoscan. Ça va vous donner les détails là sur ce projet d'acquisition de 300 km de lignes sismiques nouvelles 2024. Et ils ont retraité 1500 km de lignes qui étaient existantes, et a priori, ils en sont très contents. Donc voilà, je passe un peu plus vite sur une autre formation un peu particulière, c'est les niveaux sableux. Donc ça, c'est moins profond, mais c'est maison de la radio, 600-700 mètres de profondeur. Donc c'est du sable. Par contre, le sable, ça se tient pas, donc on met ce qu'on appelle des crépines, donc des tubes
comme ça là en acier qui sont percés et qui permet à l'eau d'aller du sable vers le trou de forage. Sur le Dogger, en fait, c'est tellement solide là ce que vous avez vu qu'il laisse à nu. Donc la roche est à nu, l'eau peut aller directement dans le puits et puis remplir le puits. Mais ce qu'on peut avoir, c'est en réinjectant, il y a de l'argile qui se met qui bouche les trous dans les crépines. Donc ça, c'est un problème de faire la géothermie dans les sables et notamment dans l'albien. Donc ça, c'est un problème qui a été fait. Donc les quelques exemples d'enjeux de projets de recherche, c'est de comprendre la différence entre les deux types de roches là qu'on a. En circuit fermé, si c'est pas classiquement fait, mais a priori c'est étudié pour. Il y a des études qui sont faites, des tests qui sont faits pour essayer d'utiliser ce qu'on appelle un circuit fermé. Donc c'est faire des trous un peu plus grands et mettre en circuit fermé, mettre un tube pour réchauffer en fait le fluide. Donc si c'est étudié, mais après il faut mettre à l'échelle sur le nombre de puits, sur comment il faut pour que ça se réchauffe plus, avoir le maximum de longueur dans la formation géologique qui est chaude, on va dire. Donc ça, c'est les photos de la roche là avec les oolites, soit poreuses, soit non poreuses. Et ce qu'on essaye de faire, c'est avec les données de carottes, de forage, des enregistrements physiques, des enregistrements aussi sismiques pour voir les différents niveaux. C'est de spatialiser en fait entre les forages, d'essayer de prédire la propriété du sous-sol, de porosité, de perméabilité, et si elle peut renfermer de l'eau. Et on va jusqu'à après à faire simuler un pompage d'eau chaude et de réinjection d'eau froide pour voir comment l'eau froide se propage dans le sous-sol et va en fait refroidir la formation, les parties du sous-sol. Donc ça, c'est une carte que j'ai déjà montrée, mais vous voyez là c'est vrai que sur cette partie-là, même sur la Seine-Saint-Denis, c'est pas évident de trouver d'autres endroits pour faire de nouveaux forages, d'où l'exploration plus sur l'ouest de la région. En général, le forage, il est fait en destructif, donc il y a juste des petits morceaux qui remontent. Après, il y a des sondes qui vont enregistrer la résistivité des différents niveaux, la radioactivité naturelle, qui vont en recueil des informations, mais le maximum, ce qu'on préfère avoir comme information, c'est les roches. Mais c'est très très rare qu'il y a des carottes qui sont remontées. Parce qu'en fait, c'est compliqué de faire des carottes parce que on fait des sections d'une petite dizaine de mètres. Donc, 1500 mètres de profondeur, donc 1500 mètres de tige, on fait 10 mètres de carottes, il faut les remonter. Donc, on démonte les 1500 mètres de tige. Il faut remettre les 1510 mètres de tige, refaire 10 mètres de carottes et les remonter. Donc, ça prend plus de temps. Donc, ça coûte plus cher. Donc, et en général, c'est pas fait. C'est une zone, vous voyez, là, l'échelle, 5 km, donc ça fait 2,5 km de longueur et c'est un peu plus étroit en fonction de comment est orienté les deux forages. Donc c'est quand même des zones qui sont assez importantes. Je pense qu'il se passe quand même, il doit se passer 4-5 années. Alors déjà c'est un choix politique d'une ville, d'une commune, d'une communauté d'agglomération aussi maintenant, parce que la région pousse, finance même, cofinance, pas complètement, mais l'ADEME aussi peut financer. Et après, les villes peuvent se faire accompagner par des syndicats qui peuvent conseiller la meilleure. Alors moi, je suis pas spécialiste là-dessus, mais il y a vraiment plusieurs possibilités qui s'offrent aux communes pour gérer en fait ce système-là, parce que elle peut faire une délégation de service public à un opérateur privé. Elle peut faire une délégation de service public à un opérateur public. Elle peut faire une régie. Enfin, il y a vraiment différents systèmes pour
pour gérer le réseau de chaleur. Et après, voilà, ça va être la nature du terrain qui va être hyper important parce que là, il y a de faire juste le forage, c'est 10 millions d'euros, quoi. Donc, il faut pas se louper, quoi. Même sur les réseaux, enfin, les doublets géothermiques là qui alimentent des réseaux de chaleur, il y en a une cinquantaine, et en fait, c'est tout simplement la plus forte concentration au monde de chauffage de réseaux de chaleur par géothermie. Mais il y a 12, enfin, il y a peut-être sur la région Île-de-France 12 millions d'habitants, peut-être moins là, sur la zone qui est alimenté par enfin le périmètre qui est alimenté, enfin ici ça doit être le plus concentré en termes de densité de population. Mais voilà, il y a quand même ces 10 millions de personnes, il y a les moyens, c'est une région qui est riche. Et puis il y a je pense qu'il y a vraiment il y a les habitats collectifs et le passé. Voilà, ce qui a été fait dans les années 80, parce que ça a vraiment beaucoup été développé dans les années 80. Au final, là, depuis les années 2010, on n'a pas encore fait beaucoup d'autres nouvelles installations. Après aussi, c'est des choix politiques. Et si on remet les installations des petites gélules sur les communes qui l'ont faites, c'est surtout les communes communistes qui avaient fait pour vraiment un projet politique d'accès à du chauffage collectif avec pas cher, quoi. Enfin, voilà. Donc, enfin, c'était des choix comme ça. Maintenant, c'est plus ça actuellement. C'est vraiment pour verdir le chauffage, mais on hérite du fort développement en Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, qui fait que c'est une région particulière au monde qui exploite beaucoup, qui utilise beaucoup l'eau géothermale des profondeurs. Bon, ça c'était quelques exemples, mais quand nous on avait une explication du fait que si vous voulez les plages avec les zoolithes, elles sont moins nombreuses en allant vers le sud-ouest de la région, d'où une explication potentielle là, du puits sec qui avait été mis en évidence à Grigny. Alors après, quelques recherches et développements. Ça, c'est une start-up américaine qui émane du MIT et qui s'est donné comme objectif de forer jusqu'à 20 km de profondeur. Le maximum, c'est les Russes. Ils ont foré à 11 ou 12 km. Donc là, c'est vraiment beaucoup parce que c'est environ 600 degrés et la roche en fait elle se déforme comme un carambar. Donc vous percez, enfin déjà c'est hyper chaud donc tout fond 600 degrés. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'instruments qui résistent. Et là, ils travaillent sur des ondes qui sont millimétriques à grosse puissance, ce qui ferait que ça vitrifie en fait la roche. Ça la vitrifie et ça la solidifie, quoi. Et ils perceraient comme ça. Mais c'est théorique. Ça n'a pas du tout été encore développé. À ces profondeurs-là aussi, donc il y a pas mal de travaux qui se demandent, comme un carambar, comme du silicone, c'est difficile, dès qu'on fait une petite fissure, elle va se reboucher. Donc il y a des travaux qui sont faits là-dessus, où ils essayent en laboratoire de reproduire les températures et les pressions qui sont à ces profondeurs-là, et de voir si au final on peut quand même pas fracturer la roche. Donc il y a des travaux là, c'est des Suisses qui ont montré ça, qui montrent que en fait on pourrait la fissurer, la micro-fissurer la roche. Donc si on pourrait mettre de l'eau dedans, un fluide dedans, et peut-être que ça pourrait réchauffer. Mais après comme le forage à 20 km, comment on remonte la chaleur de cette profondeur-là? Ça, c'est des questions qui restent ouvertes. Alors toujours en Russie, je vous avais parlé du Krafla. Il y a le projet KMT Krafla, où là ils veulent forer directement dans la chambre magmatique. Voilà. 900 degrés, ils veulent essayer de forer dedans. Donc c'est un projet qui paraît un peu fou, mais ils veulent essayer ça. Sur le Krafla, l'installation là qu'ils avaient fait, elle existe depuis longtemps.
Et en 1983, je crois, il y a eu une éruption volcanique sur ce volcan-là et ça a tout détruit l'installation géothermique. Voilà. Donc il y a quand même, ça reste compliqué à faire. Dans le fossé rhénan, ce qu'ils sont en train de faire, en fait, ils se sont aperçus, les collègues géologues, hydrogéologues, que l'eau, en plus d'être chaude, d'être à 150 degrés, elle contenait du lithium qui pouvait être récupéré, filtré, et qui pouvait en fait servir pour faire des batteries. Alors ouais. Alors c'est pas beaucoup, hein, mais c'est par litre d'eau, mais il y a 150 milligrammes par litre d'eau de lithium. Et donc là, ils étudient cette possibilité de développer, de co-exploiter de l'eau chaude et de filtrer toute l'eau qui est pompée pour récupérer le lithium. Donc il y a une entreprise qui fait ça, qui est Lithium de France. Alors en Île-de-France aussi, ça c'est sur des projets sur lesquels on travaille aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être un peu naturellement de l'hydrogène dans l'eau, et il y a un petit peu aussi d'hélium. Et l'hélium, c'est un gaz où on s'était pas forcément trop intéressé, mais il coûte de plus en plus cher. Il vient essentiellement du Moyen-Orient, du Qatar, hein, des puits pétroliers, donc et c'est en plus exacerbé en ce moment parce qu'il peut plus passer le détroit d'Ormuz. Si j'ai compris, au Qatar, là, leur solution pour les puits, les raffineries qui filtraient l'hélium, a priori, ça a été bombardé. Donc voilà. On se demande en Europe et notamment en France si on peut pas l'exploiter nous-mêmes dans notre sous-sol. Donc ça, il y a une entreprise aussi qui s'est développée et qui est sur l'hélium et qui va exploiter dans la Nièvre là le premier puits qui va exploiter de l'hélium là dans la Nièvre. Donc et on se demande, ça c'est des projets de recherche qu'on fait à l'université, si dans le sous-sol de l'Île-de-France, en fait, il pourrait pas y avoir un peu d'hélium dans l'eau géothermale, pas un peu d'hydrogène. Donc ça, c'est les projets qui nous intéressent actuellement parce que en fait, sous les roches sédimentaires, il y a peut-être des vieilles roches de croûte océanique où il y a des minéraux qui peuvent réagir avec l'eau et produire de l'hydrogène. Et cet hydrogène pourrait, hein, ça c'est notre théorie, pourrait s'accumuler dans les aquifères du Dogger ou du Crétacé qu'on exploite en géothermie. Donc ça, c'est un peu pour le futur de co-générer et pour rendre en fait plus soutenable aussi des exploitations de géothermie. L'hélium, il est produit par fission de l'uranium, du thorium, du potassium qu'on trouve dans les granites, par exemple, et ça éjecte une particule alpha d'hélium. D'abord dans le ouais, tout à fait. D'abord dans le cristal, et après cet hélium va être éjecté du cristal, va se retrouver dans l'eau et va suivre des chemins de migration qu'on se demande encore, mais va remonter des roches qu'on appelle plutoniques, granitiques, et va remonter via des failles et se mettre en fait dans les réservoirs d'eau chaude. Voilà, et ça serait un peu ça la théorie. L'hydrogène, il y a des minéraux, par exemple de l'olivine ou du pyroxène, et en fait il y a un processus d'altération en fait de ces minéraux-là qui produisent de l'hydrogène. Et ça, c'est un autre mode de formation, mais qui pourrait aussi suivre des chemins de migration un peu parallèles, et on pourrait trouver dans des endroits, enfin on pense qu'on pourrait peut-être trouver dans des endroits des aquifères, de l'eau, avec d'autres choses qu'on pourrait se demander si ça vaut pas le coup de l'exploiter. Le cas du lithium, hein, c'est vraiment l'hélium aussi, hein, c'est en train d'être fait. Alors l'hélium pas forcément sur des systèmes géothermiques actuellement, mais on pourrait se demander. Et l'hydrogène, ça c'est approuvé. Donc ça, c'est la carte du flux de chaleur un peu plus précise pour la France. Donc c'est bon dans le fossé rhénan parce que la croûte terrestre est plus faible.
C'est pas mal aussi en Lorraine parce que il y a des vieux bassins carbonifères où il y a un potentiel. Et puis c'est sur l'Auvergne aussi parce que c'est une région volcanique. Sur l'Île-de-France, c'est bassin sédimentaire. Donc ça, je vous avais montré la carte là. Après, il y a des régions où il y a rien. Mais si on creuse à 3-4 kilomètres, on pourra peut-être pas avoir d'eau, mais avec des systèmes où on a, comme vous disiez, où on injecte de l'eau, ou avec un tube, on récupère, on fait circuler un fluide glycolé, caloporteur. Il y a peut-être un potentiel. J'ai mis quand même une carte là de la Bretagne qui recense ici. Alors plus la géothermie profonde, la carte avant c'était la géothermie profonde, mais la géothermie de surface, donc moins de 200 mètres. Ça, c'est toutes les installations déclarées, c'est obligatoire de les déclarer, tous les forages qui sont faits et qui alimentent en fait des habitations pour chauffer principalement avec pompe à chaleur. Donc des installations soit en échangeur fermé, donc c'est des sondes, c'est la majorité, c'est ce qu'il y a en orange, et sur nappe, donc en échangeur ouvert, c'est les bleus violets là qui sont là. Donc beaucoup de sondes en fait en Bretagne, beaucoup d'habitations, pas beaucoup, je crois que c'était 10 000, 13 000. Et ça pourrait être encore, parce que si on zoome après sur les communes, ça reste disparate, mais ça peut être vraiment développé. Et je pense que sur les pompes à chaleur, on devrait vraiment plus penser aux pompes à chaleur géothermiques, mais voilà, il y a quand même un coût lié au forage. La même carte avec le même zoom sur la région Île-de-France, 12 millions d'habitants, avec aussi un habitat qui qui est peut-être plus resserré, mais quand même où il y a quand même des maisons. Enfin, il y a quand même pas mal de maisons aussi. Et il n'y a quasi pas de système de sondes. Ouais, les sondes par rapport à la Bretagne, on n'a quasiment pas. Là, on peut quasi les compter. Ouais. Bretagne et puis Île-de-France. Pour chauffer une habitation type, c'est 2 forages de 100 mètres, par exemple, où ils mettent 200 mètres de sonde sur 2 forages. Donc cette géothermie de surface, en fait, soyons clairs, elle peut être mise partout, quasiment partout. La seule exception, c'est qu'il faut pas avoir de sel parce qu'il y a les problèmes après de corrosion. Mais donc on peut la faire quasiment partout. Elle est locale. Ça va être aussi renouvelable. Alors même après, si on est sur un système en boucle ouverte, c'est vrai qu'il y a la bulle froide qu'on met, mais si on l'arrête à l'échelle humaine, ça se régénère. Donc ça reste renouvelable. C'est bas carbone. Alimenter une pompe à chaleur, c'est par électricité. En France, c'est bas carbone, l'électricité. Enfin voilà, il y a ça coche beaucoup quand même de cases et c'est très performant. Et en plus, on peut refroidir. Si vous êtes sur des sondes, il faut 10 mètres entre 2 sondes verticales. Parce que après, c'est un truc un peu quand même aléatoire de faire le forage. Voilà, on peut dévier un peu. Donc c'est préconisé de faire 10 mètres entre 2 forages. Mais si vous avez moins de place, vous pouvez faire un forage de 200 mètres. Vous avez 200 mètres de sonde. Après, si vous avez un terrain plus grand. Et après, j'ai pas parlé, mais il y a les sondes aussi horizontales qui sont mises qui sont mises à 2-3 mètres de profondeur. Mais là, il faut plus de terrain, parce qu'on met en serpentin comme ça. Sur une géothermie profonde, ouais, je pense que ça pourrait être étudié. Par exemple, au Dogger, ouais, ça dépend. Oui, ça serait comme le Chênay, hein, je pense qu'ils sont. Ouais. Ça, vous pouvez chauffer 5-6 000 logements. Et là, il n'y a pas besoin de pompe à chaleur. C'est vraiment l'échangeur thermique et comme vous avez 60-70 degrés, vous pouvez vraiment alimenter. Parce que sur les moins de 200 mètres, c'est le sous-sol, l'eau ou le sous-sol va être à 11-12 degrés. Donc vous avez obligatoirement, il faut mettre une pompe à chaleur. Il faut faire tourner la pompe à chaleur pour chauffer ou refroidir, mais ça reste super intéressant.
Alors, l'investissement sur les pompes à chaleur géothermiques, c'est ce qui est donné, c'est environ une quinzaine d'années, 15 ans. Le retour sur un investissement. Ouais. Non, c'est quand même pas super facile. Il faut, je dirais qu'il faut connaître un chauffagiste. Il faut contacter un chauffagiste qui fait de la géothermie et qui va être capable d'installer une pompe à chaleur géothermique et qui va connaître des foreurs. Parce qu'il y a, en fait, il y a pas beaucoup d'entreprises de forage. Donc l'entreprise de forage, elle va venir chez vous faire un devis pour un truc sûr. Et j'ai compris qu'il y avait pas mal de curieux qui demandaient des devis comme ça, mais sans aller plus loin. Donc il y a un espèce de filtre qui est fait par le chauffagiste, quoi, qui va connaître lui un chauffagiste qui fait des pompes à chaleur géothermique va avoir un réseau de foreurs et va prévenir le foreur voilà, qui va venir parce que le chauffagiste lui a dit là j'ai un bon client, c'est bon. Ça paraît facile comme ça, comme je voulais présenter, mais concrètement quand on essaye de prendre contact, là voilà, il faut un peu chercher et ouais, du coup c'est vrai que c'est un peu technique. Enfin, c'est les pompes à chaleur par exemple. Je pense que enfin personne là dans les médias ou dans ce qu'on entend on parle de pompe à chaleur géothermique. Donc la normale, c'est vous prenez l'air extérieur, c'est ce qu'on voit avec le ventilateur, voilà. Et l'autre c'est voilà, liquide et qui va chercher du liquide dans le sous-sol. Alors oui, il y a une législation en tout cas française qui met une limite à 200 mètres. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai séparé géothermie de surface et de profonde avec une limite à 200 mètres. De pourquoi 200 mètres c'est si on dépasse 200 mètres, ben on est sur du domaine minier. Donc il faut déclarer l'ouvrage. Et donc là, il y a des autorisations à avoir par le ministère de l'Environnement. Donc il faut faire une étude d'impact. Enfin, il faut faire une étude poussée pour montrer qu'on va bien faire le forage. Parce que quand on descend à 1500 mètres, on va couper, traverser des aquifères d'eau potable. Donc il faut bien les étanchéifier. Donc tout ça, c'est vérifié. Donc les déclarations, c'est aussi pour ça que entre le moment où une commune va décider, allez, je me lance, on fait de la géothermie dans tel niveau pour faire un réseau de chaleur, et le moment où le premier litre d'eau arrive, voilà, il y a quand même quelques années. Alors peut-être moins que 10 ans, mais entre 5 et 10 ans, on va dire. Voilà. Donc oui, il y a une législation. Si c'est moins de 200 mètres, il y a une déclaration à faire de l'ouvrage qui est répertorié, voilà, qui est inventorié. Donc il y a une déclaration, mais il y a pas d'étude d'impact à livrer du propriétaire pour dire qu'il va faire un trou sous sa maison à moins de 200 mètres. Bien. Est-ce qu'on peut remercier monsieur? Bah, merci. Bravo, hein. Vous avez captivé les... Non, mais merci beaucoup pour l'invitation encore. Et puis, merci d'avoir été présent et puis d'avoir aussi animé via plein de questions. Voilà.